Et bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la petite preview sur le Group of Six, puisqu'on peut désormais à nouveau l'appeler Group of Six avec le retour d'une véritable conférence au niveau de la Pac-12. On va donc vous parler un petit peu de toutes les conférences. J'ai sélectionné 2 équipes par conférence, 2 équipes qui sont dans les discussions pour atteindre d'abord la finale de conférence, bien sûr, et puis ensuite peut-être éventuellement les playoffs. Il y a une wildcard que j'ai mis notamment en Sun Belt, mais sinon les autres équipes sont des équipes qui peuvent toutes prétendre légitimement à atteindre la finale de conférence. Et puis pour la Sun Belt, quand j'y viendrai, c'est surtout parce qu'on est sur un système de division, donc ça veut dire que si vous êtes dans une division un peu moins relevée ou plus ouverte, vous pouvez essayer de faire votre chemin. En tout cas, voilà, ce Group of Six qui, l'année dernière, avait performé en envoyant 2 équipes en playoff, le 5e meilleur champion, alias Tulane, et le 4e en fait, le 4e meilleur champion, alias Tulane. Et du coup, c'était James Madison, même, je crois, qui avait récupéré la place réservée aux champions du groupe of X, vu que c'était Duke qui avait remporté l'Atlantic Coast Conference et que Duke ne pouvait pas prendre la place dans les 4 meilleurs champions et bien sûr ne peut pas prendre la place réservée à la conférence du groupe of Six. Et bien, du coup, on a eu 2 équipes l'année dernière en playoff. C'était dès la 2e saison le fameux scénario dont je ne fais que parler dans mes épisodes Group of Six. On l'a eu l'année dernière. Malheureusement, les performances des 2 équipes n'ont pas été assez bonnes pour que le comité se dise de rester comme ça, puisque maintenant, dès cette année, ça y est, c'est officiel. Ce sont les 4 champions du Power 4 qui seront qualifiés automatiquement et la 5e place de champion sera réservée à une équipe du Group of Six. Ce qui veut dire que si on veut voir plusieurs équipes du Group of Six, il va falloir qu'on ait donc un champion, bien sûr, le champion, et surtout les autres équipes, il va falloir qu'elles se qualifient dans les at large. Donc il va falloir espérer qu'on ait une ou 2 ou 3 équipes de Group of Six qui fassent des saisons incroyables et qui arrivent à rentrer dans ce fameux top 12, voire top 11. C'est selon. Mais bon, là, je crois que c'est peu probable, honnêtement, à moins de faire une saison à la Boise State, peut-être il y a 2 ans. Mais j'y crois pas trop. En tout cas, on est peut-être sur la meilleure version qui nous reste du college football sans vouloir dénigrer le Power 4 parce qu'on est sur une version où chaque victoire compte, autant au Power 4, notamment en ACC ou en Big Ten, vous pouvez perdre 2 matchs et quand même espérer aller en playoff. Là, clairement, il va pas falloir perdre trop de matchs. Il y a des matchs que vous allez peut-être vous permettre de lâcher quand c'est contre des très très grosses équipes. Par contre, en conférence, vu qu'il faut aller en finale, il va pas falloir lâcher beaucoup de matchs. Et c'est parti. On est parti. Donc pour le petit tour d'horizon, 2 équipes par conférence. Ensuite, je détaillerai un petit peu le reste de la conférence à chaque fois. Et puis on va commencer par la Pac-12. La Pac-12 qui donc nous est de retour. Elle est de retour à la Pac-12 et ça fait bien plaisir. Après 2 années où Oregon State et Washington State se sentaient bien seuls, la conférence a tout simplement pillé la Mountain West pour revenir entre les morts. 8 équipes au total, donc on a donc les 2 anciens de la Pac-12, Oregon State et Washington State. On rajoute au niveau donc de la Mountain West Boise State, San Diego State, Fresno State, Colorado State et Utah State. Et il fallait une 8e équipe. Cette 8e équipe, c'est Texas State. Texas State qui arrive de la Sun Belt, si je dis pas de bêtises. Et donc, on a donc nos équipes, que des states, 8 states, 8 universités d'État dans cette conférence. Il ne faudra pas se tromper quand on dira les noms, mais voilà. La Pac-12 est de retour. Alors, la Pac-12 est de retour, ça fait plaisir. Maintenant, c'est pas la Pac-12 qu'on a connue à l'époque, bien sûr. Elle a perdu en prestige, bien entendu, mais elle a des équipes qui peuvent lui permettre d'être déjà la meilleure conférence du pays, ou en tout cas dans les 2 meilleures conférences. Notamment, et là on en parle tout de suite, vous le voyez en bas, Boise State. Boise State l'année dernière, 9 victoires, 5 défaites, notamment la défaite en ouverture contre South Florida. Les Broncos n'ont pas été aussi dominants que d'habitude, mais finalement ils sont quand même parvenus à aller en finale de Mountain West et l'ont remporté pour la 3e fois de suite, avec un scénario un petit peu rocambolesque puisqu'on avait eu une égalité à 4 l'année dernière entre San Diego State, New Mexico, UNLV et Boise State, et c'était un ordinateur qui a choisi les finalistes, ordinateur qui a pris plein de stats, etc., et qui a défini que Boise State devait aller en finale, finale qu'ils ont gagnée ensuite contre UNLV pour la 3e fois de suite. Boise State, c'est la meilleure équipe du groupe of six depuis qu'ils sont arrivés
au niveau, de la FBS, c'est, presque 20 titres de conférence, en 30 ans. On est clairement sur une powerhouse d'abord de la montagne ouest et puis qui va, se positionner pour être la powerhouse de la Pac-12. Hem, il y a de la stabilité, il y a seulement le coordinateur défensif qui change. Nouvelle conférence, mais cette conférence ressemble quand même beaucoup à la montagne ouest, donc on attend la même recette. Gros jeu au sol, défense de fer et un objectif playoff au Boise State, qui est la première équipe dans l'AP Poll. Elle n'est pas top 25, mais c'est la première équipe en termes de voix reçues dans l'AP Poll, dans le groupe of six. Donc on sait ce que ça veut dire, cette équipe de Boise State, qui est déjà aux portes du top 25 et qui fait partie des larges favoris pour aller en finale de conférence d'abord en Pac-12 et puis ensuite en playoff. 3 joueurs à suivre, c'est ce que je vais faire pour chaque équipe, un joueur offensif, un joueur défensif et le quarterback. En attaque, je vais vous parler de l'offensive tackle Tyler Etheridge, qui arrive de CSU Pueblo, qui est capable de jouer guard. Il aura la lourde tâche de remplacer Cage Casey, qui est parti pour la NFL. Donc un tackle capable de jouer guard, qui va avoir énormément d'importance dans cette ligne offensive et notamment dans le run game, mais aussi la passe pro. Côté défensif, on a le Bowen Phelps, le linebacker, très productif l'an dernier, qui sera à nouveau au cœur de la défense des Broncos. Et puis pour le quarterback, le retour, Madux Madsen est de retour. Ce sera sa dernière saison avec les Broncos. Blessure l'an dernier, qui a réduit son rendement. Il faudra espérer à nouveau une saison complète et au moins dans les standards de celle de 2024. Même si en 2024, il avait Ashton Genty à côté pour l'épauler, ce qui permettait quand même d'enlever vachement de pression sur ses épaules. Là, il va falloir être bon, montrer ses progrès, lancer un peu moins de turnover dans les matchs difficiles et avoir un ratio propre niveau des passes. Bon, même si on sait que Boise State n'est pas une équipe qui va qui va pas s'appuyer majoritairement sur la passe, mais Matthews Maxson est aussi capable de courir. Il y aura également le receveur freshman Rasean Jones qui arrive, et puis au niveau du running back, Dylan Riley et Sir Gaines pour la doublette au sol, qui seront très importants. Pardon, excusez-moi. Très important également du côté de Boise State. Les matchs à suivre pour cette équipe de Boise State, j'en ai noté 4. Le déplacement à Oregon le 5 septembre en ouverture, la réception de Memphis le 12 septembre, gros match entre deux prétendants dans le groupe of six. Le déplacement à Western Michigan le 26 septembre, qui est un autre prétendant un peu plus loin, mais grosse équipe de la MAC. Et puis la réception de Texas State le 31 octobre. Mon pronostic pour cette équipe de Boise State, 10 victoires, 2 défaites. Je les vois perdre à Oregon et peut-être lâcher un autre match en montagne ouest, mais une seule défaite, cela devrait leur permettre de se qualifier pour la finale de conférence, de quoi remporter un 18e titre en 30 ans au niveau des conférences. Et avec un bilan de 10-2, une victoire en Pac-12, cela serait un bon dossier pour être en playoff, mais je vous dirai à la fin de l'épisode comment je vois un peu tout ça. La deuxième équipe dont on va parler, c'est une équipe qui arrive également en Pac-12. C'est Texas State, attendu comme un outsider l'année dernière en Sun Belt. Les Bobcats ont vécu un milieu de saison terrible avec 5 défaites de suite, mais ils ont su se ressaisir ensuite, trop tard pour viser plus qu'un bowl, mais ils se sont ressaisis quand même. Leur arrivée en Pac-12 a surpris tout le monde parce que c'est pas un programme qu'on aurait forcément attendu là. On aurait peut-être plus attendu un, un Hawaii par exemple, ou un UNLV qui est toujours en montagne ouest. Mais voilà, c'est donc nos amis de San Marco qui rejoignent la Pac-12, une équipe qui est arrivée, hop là, qui est arrivée en FBS seulement en 2013, donc grosse évolution pour les Bobcats. Leur coach, G.
Keane revient pour sa 4e saison à la tête du programme et il y a eu beaucoup de transferts, dans cette équipe qui les place peut-être comme une équipe qui peut accrocher une place pour le College Football Playoff. Au niveau des joueurs à suivre, le receveur Bo Sparks, 1200 yards l'an dernier, qui est de retour dans l'équipe pour son année senior, qui aurait pu être un profil, de joueur qui partirait à la, j'allais dire la free agency, mais bon, c'est presque pareil, au portail des transferts. C'est un profil qui est petit, mais qui est capable d'avoir un gros volume de réception et qui va, être à nouveau la cible prioritaire dans un schéma offensif des Bobcats. C'est quand même très enthousiasmant, hein, les Bobcats. Quand ça clique, c'est vraiment, une équipe qui est agréable à voir jouer. C'est une équipe qui est capable de produire beaucoup sur le terrain au niveau offensif et donc, Bo Stark sera en nouveau le receveur numéro 1 de cette équipe. Au niveau de la défense, Hayden Jones, le linebacker, fait sa 2e saison dans le programme. Il a un profil un peu bizarre parce qu'il a un profil physique un peu de safety, mais il joue linebacker. Il n'a pas forcément eu la production attendue en 2025, mais c'est un vétéran et cette défense a connu beaucoup de modifications, beaucoup de nouvelles arrivées. Donc Hayden Jones, c'est sa 2e année au sein du programme. Il est linebacker, on sait que c'est un rôle très important dans une défense. Donc on attend de lui qu'il soit vraiment le leader de cette escouade. Puis au niveau du quarterback, on va parler de Brad Jackson, le sophomore, qui a été excellent l'an dernier. Il a dépassé les 3 milliards à la passe, une précision à 71 et il revient pour diriger l'attaque. C'est un des QB les plus en vie du Group of Six avant éventuellement un jump vers une équipe du Power 4 l'année prochaine. En tout cas, Brad Jackson, Bo Spark, ça va produire en fantasy pour ceux qui jouent en fantasy college football et ça devrait pouvoir produire pour cette équipe de Texas State qui aura fort à faire avec un déplacement à Texas le 5 septembre, la réception de UTSC le 12 septembre, un match qui va être très intéressant également. Franchement, le 12 septembre, on a deux beaux matchs en Group of Six avec Boise State, Memphis et Texas State, UTSC. Et puis ensuite, le déplacement à Boise State le 31 octobre. Pour cette équipe de Texas State, je leur estime un bilan à 9-3, plutôt 8-4. Un 8-4 qui pourrait suffire dans une conférence qui risque d'être très homogène. Il va falloir voir si les Bobcats vont réussir à faire fonctionner leur attaque dans une meilleure conférence que la Sun Belt. Et il va pas falloir avoir le trou d'air qu'ils ont eu l'année dernière. Alors que Texas State était un peu parti pour concurrencer James Madison et remporter la division Ouest, puisque James Madison était dans la division Est. Mais ils n'ont pas réussi avec ces 5 défaites de suite, donc on verra s'ils arriveront cette fois-ci à le faire. Comme je disais, donc la conférence risque d'être assez homogène. Colorado State, Fresno State, San Diego State, qui avait une super défense l'année dernière, sont également dans la discussion pour le titre de conférence. En revanche, je pense que pour les deux anciens de la Pac-12, ça risque d'être un petit peu dur. Washington State est en reconstruction avec son nouveau coach et Oregon State sort de 2 saisons très difficiles. Faudra noter d'ailleurs au niveau du calendrier, parce qu'il n'y a que 8 équipes, ils n'ont pas 7 matchs de conférence, ils en ont 8. Ils joueront un match retour. La conférence, ils joueront un match retour. On sait déjà qui va se déplacer et qui va recevoir, mais on ne sait pas encore quels seront les match-up. La conférence va définir les matchs une semaine avant, à la fin de la week qui précédera la dernière week. On imagine que la conférence va faire en sorte d'avoir les meilleurs matchs possibles. Peut-être mettre les équipes qui sont vraiment au bas de tableau entre elles et de mettre les meilleures équipes entre elles pour essayer d'avoir les meilleurs matchs possibles pour avoir un bilan plus élevé et pour aussi peut-être avoir une course à la finale de conférence plus intéressante. Mais voilà, alors pour l'instant, la Pac-12 va définir des affrontements potentiels, mais ça risque de bouger et on attendra, voir ce que ça donnera. Tout dépendra un petit peu de ce que la Pac-12 décidera de nous cook, hein. Il y aura des grosses discussions. Forcément, les équipes qui vont recevoir sont celles qui, se sont déplacées 4 fois pour que chacun, reçoive et se déplace 4 fois dans cette Pac-12. Pac-12 qui, vise d'ailleurs à augmenter et qui aimerait bien aller chercher 2 autres équipes. On verra, si, ils arriveront à aller chercher, 2 nouvelles équipes d'ici là, mais en tout cas, ils sont à 8. 8, c'était le chiffre qu'il fallait atteindre pour pouvoir, rester une conférence parce que, en dessous, c'est plus possible, je crois, au niveau des droits TV et cetera. Enfin, c'était compliqué. On passe à la montagne ouest, on reste dans l'ouest, avec la montagne ouest qui a subi une véritable saignée, hein, avec donc le départ, comme je disais, de Boise State, de, Utah State, Colorado State, Fresno State et San Diego State quand même, mais qui a rajouté de nouvelles équipes. North Dakota State, ça c'est incroyable, la meilleure équipe de FCS, le Alabama, de la FCS avec, plusieurs titres, ces dernières années dans l'antichambre de la FBS. North Dakota State qui fait
enfin le jump que tout le monde attendait, et on aura donc le Fargo Dome, en FBS, ça va être assez cool. Et puis, l'autre transfuge, ça c'est une petite surprise, c'est Northern Illinois, l'équipe de la MAC. Oui, vous verrez, bah, Northern Illinois va arriver en Mountain West. Alors, Northern Illinois, c'était l'équipe la plus à l'ouest de la MAC, mais ça reste dans l'Illinois. Donc c'est pas non plus vraiment ça. L'équipe va faire beaucoup de trajets, mais on verra qu'il y a une autre incongruité géographique, notamment en MAC du coup. Mais voilà, Northern Illinois qui débarque aussi, avec North Dakota State. Au final, North Dakota State et Northern Illinois, ils sont pas si loin que ça les uns par rapport à l'autre, mais disons que pour North Dakota State, ça fait un peu plus de sens que, Northern Illinois, mais bon, on verra. En tout cas, les 2 favoris, en tout cas, il y a un archi-favori et un outsider, je dirais. L'archi-favori, forcément, c'est UNLV. Qu'est-ce qui se passe quand le gros chat n'est plus là? Est-ce que les souris vont enfin se mettre à danser? UNLV a ses 3 finales de suite en Mountain West, 3 défaites de suite contre les Broncos de Boise State. Bonne nouvelle, Boise State est parti. Donc est-ce que c'est enfin l'année pour, UNLV? On verra. En tout cas, UNLV a fait ce qu'il fallait faire au niveau du portail des transferts. Les joueurs à suivre, le running back Jayden Thomas, qui est présent depuis 3 ans à Las Vegas. Il a accumulé près de 2457 yards et 31 TD au sol. Il est de retour malgré les sirènes du portail pour terminer sa carrière universitaire sur une bonne note. C'est un joueur vraiment très bon. Il n'a pas arrêté de montrer ses progrès. Pour moi, c'est un joueur qui pourrait être drafté en NFL l'année prochaine en fin de en troisième jour, mais honnêtement, c'est un super joueur qui sort d'une saison à plus de milliards l'année dernière. En 2024, il avait été très bon également. Donc honnêtement, c'est une bonne nouvelle pour UNLV qu'il soit de retour. Au niveau de la défense, obligé de citer un linebacker. Le groupe de linebackers de UNLV l'année dernière était incroyable. Cette année, il est vraiment intéressant aussi. Et on a Sam Canty, le transfert d'Holy Cross qui pourrait bien devenir le visage de la défense cette année, très productif l'année dernière en FCS. Il est prêt à faire le jump, c'est un joueur expérimenté qui a tout pour devenir la nouvelle tourelle de cette défense à UNLV. Et puis au niveau du quarterback, un nom bien connu de Triple Podcast avec Jackson Arnold, l'ancien 5 étoiles. Doit relancer sa carrière à UNLV, Jackson Arnold. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que chaque fois, je sais jamais le chemin exact qu'il avait fait. C'était Oklahoma, puis Auburn, et puis maintenant, le voici à UNLV. La descente aux enfers pour Jackson Arnold, qui doit relancer sa carrière à UNLV, et ça tombe bien, UNLV a une bonne réputation pour ça. Jaden Mayava avait débuté à UNLV avant de partir à USC. Matthews Luka en 2024 et Aj Malik Williams avaient brillé. Et surtout, Colandrea avait rebondi l'an dernier avant d'aller à Nebraska cette année, donc lancé à 5 étoiles. À qui il reste? Est-ce qu'il reste des années d'éligibilité? Alors après, on ne sait jamais avec ces années d'éligibilité, mais c'est un senior, Jackson Arnold. Donc c'est sa dernière saison. Il ne pourra pas rebondir, mais peut-être arrivera-t-il à aller chercher, à augmenter son stock. Il est censé être le meilleur QB de cette conférence, clairement. Il va avoir un bon jeu au sol avec lui. Donc, je pense que Jackson Arnold a tout pour guider cette équipe de UNLV droit au but. Les matchs à suivre, j'en ai noté 2. Dès la week 0, la réception de Memphis le 29 août. On a de la chance. On a déjà un match ultra important dans le groupe of six avec Memphis qui se déplace donc à UNLV. Et puis ensuite, le 3 octobre, la réception de Cal. Pardon. Un match qui peut être intéressant aussi pour avoir le scalp d'une équipe du Power 4. En pronostic, je partirais sur un 11-1. Honnêtement, 11-1. Avec tout le respect que j'ai pour le reste de la conférence, UNLV doit vraiment rouler dessus. C'est la deuxième année de Dan Mullen. Il a conservé son staff. Il a un QB 5 étoiles, un excellent running back, une défense qui est en place. C'est le clair favori de la Mountain West. Si UNLV n'est pas en finale de conférence cette année, c'est un problème. Leur seul obstacle pendant 3 ans, ça a été Boise State. Boise State n'est plus là. Il n'y a même plus San Diego State. Les Colorado State, qui auraient pu être chiants aussi, sont pas là. Donc honnêtement, UNLV, il faut rouler sur la conférence. Une seule défaite, peut-être contre Cal, peut-être contre Memphis. Le reste du calendrier est assez accessible. Et honnêtement, UNLV, voilà, ça doit être. D'ailleurs, je les ai pas mis. Hop, pardon, excusez-moi. UNLV, ça doit être solide. Quoi. UNLV, ça doit y aller. Là, c'est parti, on y va.
Donc voilà, UNLV 11-1, finale de conférence, Jackson Arnold qui fait une bonne saison, Jalen Thomas qui, va en NFL et moi je serais content du côté, des rebelles. La deuxième équipe que je vais parler, c'est peut-être une surprise, en tout cas il y a 2 ans de ça, je n'aurais pas pensé, mettre cette équipe-là, dans un épisode de preview où je parle des 2 meilleures équipes, ou en tout cas des 2 équipes que je vois éventuellement en finale de conférence, c'est New Mexico. New Mexico est transformé. Jason Eck a transformé le programme. Il a réalisé la première campagne victorieuse depuis 2016. Et déjà en 2024, avec Devon Denpierre, ils étaient pas très loin d'être à l'équilibre à 50%. L'année dernière, ils font une super saison. Ils se sont presque qualifiés pour la finale de conférence. Ils avaient battu San Diego State et malheureusement, égalité à 4, ils ont été écartés par un ordinateur. Mais dans une Mountain West qui s'est affaiblie, le boss ont toutes les cartes pour jouer les premiers rôles. Et forcément, le joueur à suivre en attaque, c'est Malik Alian. Je ne pouvais pas faire autrement. L'intérieur O-line, Malik Alian, qui s'est imposé l'an dernier, vraiment, chez les Lobos, qui a été nommé capitaine cette année. Malik, je ne sais pas s'il nous écoute, mais bah, écoute, Malik, franchement, félicitations déjà pour ta carrière du côté de New Mexico. Bravo pour la saison de l'année dernière. Et puis cette année, on a envie que Moi, franchement, j'ai envie que les Lobos aillent en finale de conférence. J'ai envie que franchement, let's go quoi. On est parti, New Mexico, il faut y aller. Malik Alian qui sera left guard selon la depth chart et qui, bah, pourquoi pas, vas-y, fais-nous une grosse saison et peut-être la NFL. Peut-être la NFL. Bon, il y a encore du taf pour la NFL peut-être, mais en tout cas, il est senior, sa dernière saison, il est capitaine, il s'est imposé. On va regarder les matchs aussi pour lui. Donc left guard, Malik Alian qui est le numéro 51. Donc voilà, let's go. Au niveau de la défense, je vais parler du linebacker, le fils du coach Jackson Eck. Alors Jason Eck, c'est le coach. Jackson Eck, c'est le fils du coach qui a été le meilleur des défenseurs de la conférence l'année dernière. Au four et au moulin, très bonne défense. Il avait fait un match incroyable l'année dernière contre San Diego State, qui était vraiment un match très très plaisant à regarder et qui repart donc pour une dernière année. Et puis au niveau des quarterbacks, eh bien les quarterbacks, on a un peu une question à ce poste-là, puisque le titulaire devrait être Jake Lane, le quarterback l'année dernière, qui avait produit une saison mi-figue mi-raisin. Il a lancé peut-être un peu trop d'interceptions, mais il a su être efficace. Il est monté en puissance tout au long de la saison. Et là, c'est un peu l'année de la confirmation pour lui, qui est dans son année senior. Mais il y a également le sophomore transfert d'Oregon, Luke Moga. Et Jack Lane revient d'une blessure et apparemment ne serait pas prêt pour le début de la saison. Donc Luke Moga, qui arrive d'Oregon, qui est un sophomore, pourrait peut-être prendre cette place. Donc ce sera surveillé du côté de New Mexico. En tout cas, New Mexico, des matchs à suivre. Il y a le déplacement à Oklahoma le 19 septembre, un très gros match, mais bon, là, je pense que ça devrait perdre. Et il y a la réception de UNLV le 14 novembre. Il va falloir réussir à accrocher ce match-là. Si tu arrives à accrocher ce match-là, tu mets un gros coup, un gros tampon sur ton dossier. Pour le bilan à la fin de New Mexico, je verrai un 9-3, place en finale de conférence pour les Lobos. Qui vraiment l'aurait déjà mérité l'année dernière. L'année dernière, il méritait d'y aller. J'étais déçu qu'il n'y aille pas, mais cette année, vas-y, 9-3, finale de conférence. L'équipe est stable, il n'y a pas eu trop de départs handicapants. Jason Eck a montré qu'il était l'homme de la situation. Mais parfois, il est plus dur de confirmer que de percer, enfin, en tout cas, ou de faire une breakout season. Mais en tout cas, toute confiance dans ces Lobos qui vont être une de mes équipes coup de cœur, qui était une de mes équipes coup de cœur l'année dernière avec un maillot turquoise vraiment magnifique également qui rendait hommage à la culture amérindienne de la région, puisque c'est Albuquerque, hein, dans le Nouveau-Mexique. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Le reste de la conférence, North Dakota State, qui est déjà éligible pour la post-season, donc finale et bowl. C'est une nouvelle règle maintenant, la NCAA, qui avant, il fallait attendre 2 ans avant de pouvoir aller en bowl et en finale de conférence, mais il y a eu des équipes qui sont passées de la FCS à la FBS ces dernières années. Je pense à Jacksonville State notamment, qui d'entrée de jeu ont été très forts, se sont vus refuser une finale de conférence. Donc la NCAA a dit que maintenant il n'y avait plus vraiment de raison, il y avait plus vraiment de raison à cette interdiction. Donc North Dakota State pourra jouer la finale de conférence dès cette saison et déjà dans les équipes qui comptent dans cette Mountain West, ils ont l'expérience du top niveau FCS. On verra maintenant si ça va faire le job, mais c'est la meilleure équipe de l'histoire de FCS qui débarque en FBS. Ce sera très intéressant à suivre. Et puis ensuite, on a Hawaï et son attaque de feu avec le petit prince, Maika Alejado, et également
son receveur, dont j'ai oublié le nom parce qu'il y a trop de joueurs à retenir, mais je vais retrouver, Audric Harris, qui arrive, donc qui est un transfert. Donc clairement cette équipe de Hawaï qu'on va suivre très fort. Le dimanche matin, les petits matchs qui démarrent à 6 heures du mat et qui se terminent à 9 heures. Le petit café, devant, le milieu du 3e quart-temps le dimanche matin, on connaît bien avec Hawaï. Puis il y a Air Force, 2 saisons décevantes, qui semble cette fois armée pour revenir sur le devant de la scène. Mais de toute façon, c'est une conférence qui s'est affaiblie, donc une conférence qui devrait quand même, permettre en tout cas, le niveau, UNLV, je pense, est au-dessus du lot et devrait aller en finale. On passe à une conférence qui, elle, s'est pas affaiblie et qui est la meilleure conférence pour moi du groupe of six, qui va peut-être pas envoyer. C'est peut-être pas l'équipe qui enverra C'est peut-être pas l'équipe qui enverra une équipe en playoff. C'est peut-être pas la conférence qui enverra une équipe en playoff. Parce que très, 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 très homogène. Et j'ai peur que ce soit une conférence qui se cannibalise. L'année dernière, ils ont envoyé Tulane. Il y a eu Cincinnati en 2021 sur le format A4. Il y a eu du UCF, il y a eu du Houston aussi, ces époques-là. C'est la conférence la plus stack. Cette année encore, il y aura beaucoup de prétendants et ça pourrait desservir le dossier parce qu'il y a un potentiel de cannibalisation qui est beaucoup plus élevé que dans notre conférence. C'est une conférence qui est aussi devenue le réservoir à coach pour le Power 4. Tulane, North Texas, Memphis, South Florida en ont fait les frais l'an dernier. Donc pas mal de nouveaux coachs. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer pour ces équipes. Vous l'avez vu en bas à gauche, je vais parler de Navy. Les Midshipmen viennent de vivre le plus bel enchaînement de saison de leur histoire, avec 21 victoires en 2 ans. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du programme. Contrairement à leurs rivaux d'Army qui avaient remporté l'American en 2024, eux n'ont pas encore réussi à mettre la main sur la conférence. Et leur trio magique, Blake Horvat, Alex Texa et Hailey Heidenreich sont partis. Ils ont quitté le navire. Mais c'est une équipe qui est stable, c'est une équipe qui ne s'appuie pas sur le portail des transferts. Puisque voilà, c'est une équipe militaire. Si tu veux transférer à Navy, c'est que tu t'engages dans l'armée. Donc autant dire qu'il n'y a pas grand monde qui. Personne n'a envie d'y aller. Si tu engages, tu t'engages dès la fin de ton lycée. Donc disons que même s'il y a des gros joueurs qui sont partis, tous les joueurs qui arrivent, c'est des mecs qui sont dans le système depuis plusieurs années et qui connaissent donc le système de jeu de Navy par cœur. Un système de jeu de Navy qui, avec Blake Horvath, était bien sûr axé sur la course, mais était capable de faire des gros big plays à la passe. Blake Horvath, c'est le quarterback le plus qui a fait le plus de yards à la passe de l'histoire de Navy. Donc il y a aussi ce mec-là à remplacer. Est-ce que le quarterback qui arrivera à ce profil-là, on verra. En tout cas, les joueurs à suivre, on a le running back, Vic Listorti, qui a raté quasiment toute la saison 2025 à cause d'une blessure, qui avait un rôle à jouer l'année dernière mais qui n'a pas pu. Il est enfin remis, il est pressenti pour être le running back 1 et on sait ce que ça veut dire dans une équipe d'académie militaire. C'est un joueur qui va donc avoir beaucoup le ballon. Au niveau de la défense, au safety, Philippe Hamilton a été très productif l'an dernier avec 3 interceptions et 2 fumbles ainsi que 49 plaquages. Il va être repositionné en free safety après avoir été cornerback l'an dernier, mais il devrait continuer à avoir la même production. Au niveau du quarterback, c'est Braxton Woodson qui doit marcher dans les pas de l'immense Blake Horvath, le meilleur QB passeur de l'histoire de Navy et peut-être même le meilleur QB tout court de Navy. Alors, il n'a pas les mêmes capacités de passeur, mais il a néanmoins démontré qu'il a de vraies capacités à la course. Il a déjà joué l'année dernière, notamment sur des jeux de course. Il a été très efficace. Donc, il faudra voir si l'offense, qui était très créative et capable de big play dans les airs, va avoir la même identité avec Woodson à la barre. Peut-être que c'est une équipe qui va un peu plus passer au sol, mais Braxton Woodson, il a déjà joué l'année dernière. Je crois qu'il fait 500 yards l'année dernière au sol. Donc, on parle quand même d'un joueur qui sort pas de nulle part du côté de cette équipe de. Pardon, excusez-moi. Si, il a 414 yards l'année dernière au sol et 110 à la passe. Donc, à voir. Il est senior. Mais voilà, Navy, il n'y a pas de nouveaux joueurs, tu sais pas trop ce qu'ils peuvent donner, etc. Les mecs qui jouent, c'est des juniors seniors, il n'y a pas de turnover. Navy, on est heureux, Navy. Les matchs à suivre, bien sûr, le déplacement à Air Force le 3 octobre, déplacement à UTSA le 17 octobre, le match contre Notre-Dame le 31 octobre, réception de Memphis le 21 novembre et le match contre Army le 12 décembre. Beaucoup de matchs à en retrouver dans cette équipe de Navy. Navy, le pronostic 9-3. Je pense que ça perd contre Notre-Dame, peut-être contre Memphis, puis ça perd peut-être un autre match. Mais 9-3, potentiellement finale de conférence. Mais il y aura un gros souci parce qu'ils seront peut-être en 9-2, peut-être en 8-3, puisqu'on rappelle que le match contre Army, ça arrive après
la finale de conférence. Donc est-ce que un Navy qui gagne la finale de conférence, mais qui a une victoire de moins parce qu'elle n'a pas pu encore jouer le match contre Army, par rapport à un Boise State qui a plus ou moins le même bilan, même parce qu'elle a la victoire de plus, est-ce que du coup Navy va pas être handicapé? C'est vrai que ce match-là, après les finales de conférence, alors c'est une tradition, c'est le seul match du week-end, l'Amérique entière regarde ce match, mais ça peut peut-être handicaper Navy pour aller en finale. Mais en 9-3, de toute façon, enfin en 9-2, peut-être que ça ne suffira pas. En tout cas, c'est une équipe qui peut aller en finale de conférence, je pense. Elle est stable. Elle a perdu gros l'année dernière en attaque, mais finalement, les mecs qui arrivent derrière, c'est des mecs qui étaient déjà utilisés l'année dernière. Donc, voilà. À part Notre-Dame, tous les autres matchs sont accessibles. Si l'attaque clique aussi bien, malgré l'absence du trio qu'il a fait marcher pendant 2 ans, bah, je pense que Navy sera dans la discussion. L'autre équipe dont je vais parler, c'est UTSA, les Roadrunners. Et oui, je parle pas de Tulane, je parle pas de Memphis, pas de South Florida, parce que le changement de coach, on verra ce que ça donne. Ils font partie des équipes outsiders, ils font partie des équipes qui peuvent faire quelque chose, quoique Tulane a l'air un peu en retard par rapport aux autres. Mais UTSA peut peut-être profiter de ce petit trou qui est laissé. C'est la 7e saison de Jeff Traylor à San Antonio. Les Roadrunners sont de retour dans le mix en américaine. C'est une bonne nouvelle pour le programme qui a quand même déçu quand on les attendait au tournant. C'est une équipe qui est toujours plaisante à voir jouer. C'est un programme qui est cool, mais on attend l'année vraiment où on se dit: «OK, ils vont en finale de conférence, ils peuvent la gagner», tu vois? Peut-être que c'est cette année. On aura, au niveau des receveurs, alors malheureusement, on a David McGuinn, le receveur numéro 1 l'année dernière, qui est parti pour Ohio State et c'est Hadji Wilson qui, devrait le remplacer. Il était déjà là l'année dernière, pas beaucoup de catch, mais 17 yards par réception. Faudra voir avec un volume de passe plus conséquent, mais il a le profil pour s'imposer en tant que receveur 1. Au niveau de la défense, le defensive tackle Eddie Smith arrive de Texas Tech et doit relancer sa carrière. Le sophomore a toutes les tools et le gabarit pour réussir à s'imposer dans la défense des Roadrunners. Et au niveau du quarterback, c'est Owen McCown qui lancera sa 3e et dernière saison en tant que titulaire, 4e en tout dans le programme. Très solide en dernier, c'est un artificier. Il est capable d'exploser n'importe qui dans un bon jour, mais il est aussi capable de lancer énormément d'interceptions. Il a manqué une partie de réparation à cause d'une blessure, donc il faudra peut-être un peu de temps pour retrouver son niveau, mais c'est potentiellement le meilleur quarterback de cette conférence. En tout cas, à suivre pour UTSC qui va commencer la saison le 12 septembre avec un déplacement à Texas State, un match intéressant, et puis ensuite le déplacement à Texas le 19 septembre. Réception de South Florida le 8 octobre et réception de Navy le 17. Au niveau de mon pronostic, je vois 9 victoires et 3 défaites pour les Roadrunners qui feront assurément partie des favoris en américaine. Ils ont un calendrier qui ne sera pas une partie de plaisir, mais si l'attaque continue à être aussi flamboyante et que la défense tient le coup, UTSC aura vraiment un coup à jouer. Dans le reste de la conférence, comme je disais, il y aura des prétendants. East Carolina, bien sûr, toujours là, East Carolina. Memphis, South Florida, Army également, qui sont tous capables de viser les 9 wins, voire plus cette année. Tulane est une grosse interrogation, il y a un nouveau coaching staff, mais peut toujours s'inviter à la fête. L'American sera encore la meilleure conférence overall, mais ça peut alourdir le bilan de chaque équipe, car tout le monde peut battre tout le monde, donc wait and see du côté de l'American. On est déjà à la moitié de l'épisode et on va enchaîner avec la MAC et avec Western Michigan. Western Michigan, Lance Taylor, qui a réussi un incroyable redressement en 3 ans. Il a relancé le programme et remporté la MAC l'an dernier. C'est largement la meilleure équipe de la conférence. Elle est à nouveau favorite. Elle pourrait même s'inviter à la course au College Football Playoff, ce qu'aucune équipe de MAC n'a réussi à faire jusqu'à présent. Les joueurs à suivre et qui sont la raison pour laquelle je pense que cette équipe peut vraiment viser les playoffs sur une grosse saison. On a le running back Jalen Buckley qui est de retour. J'adore ce joueur. Super running back, dur au mal, coureur puissant, peu utilisé dans le jeu de passe, mais qui est au cœur de l'offense des Broncos. 1003 yards l'année dernière, 9 TD. C'est un joueur qui aurait vraiment pu partir sur le portail, mais qui est de retour pour sa dernière saison aux Broncos. En défense, le cornerback Joshua Franklin, très actif l'an dernier. Il avait un rôle à la fois de safety, à la fois de corner. Cette fois-ci, il doit être aligné en plein temps en nickel, où il va pouvoir briller et montrer toutes ses qualités. Et puis ensuite, le quarterback Brock Lowry. Brock Lowry, c'est un pur coureur. C'est le parfait complément à Buckley. L'année dernière, quasiment 1000 yards au sol et 14 TD. Par contre, à la passe, on est à moins de 1500 yards. Il devra montrer quand même des progrès, je pense, dans le jeu de passe, parce qu'il faut rendre cette attaque un peu plus imprévisible. Parce que l'année dernière, ça a fonctionné parce que bonne O-line, tu avais vraiment une double menace, Jalen Buckley, Brock Lowry au sol. Brock Lowry était capable de réussir des passes, mais c'était pas non plus trop fou. Je crois qu'il est à peine à 55% de complétion. Donc il va falloir qu'il progresse quand même dans ce mode de jeu pour améliorer cette équipe.
Western Michigan, les matchs, déplacement à Michigan le 5 septembre, ça va être compliqué. Réception de Boise State le 26 septembre, il faut entourer cette date parce que si tu tapes Boise State, là tu marques un gros coup dans le microcosme du Group of Six et puis, la réception de Miami, Ohio le 24 novembre. Mon prono, je le vois 10-2, et si jamais ça gagne contre Boise State et que ça perd avec les honneurs à Michigan, franchement, le dossier des Broncos pour aller aux playoffs sera très intéressant. C'est une équipe qui est en progrès constant, qui a gagné l'année dernière et pourquoi pas aller chercher quelque chose et qui a gagné l'année dernière contre, bah, c'était Miami, Ohio, je crois, hein, que je vérifie bien, mais c'était Miami, Ohio, effectivement, Miami, Ohio, qui, c'est la 13e saison de Chuck Martin. C'est vraiment l'une des équipes les plus stables du Group of Six. Il a déjà remporté la MAC 2 fois en 5 finales. Il faudra aussi noter que les 2 coordinateurs sont là depuis 5 saisons. Donc on parle de quand même une équipe avec, 13e année du coach et 5e saison du coordo offensif et coordo défensif. Donc c'est vraiment une équipe qui est toujours présente dans la discussion en MAC, qui est très stable. Les joueurs à suivre, on aura le running back Rodney Nelson qui arrive de Monmouth après avoir couru 1800 yards en 2025. C'est une équipe qui vit et qui meurt par son jeu de course, donc c'est vraiment un renfort de poids et certainement un des noms qui sera le plus en vue dans la conférence cette saison. Au niveau de la défense, Ledge Bay Job qui a un sacré parcours, il est passé de Michigan State à Miami, Ohio, en passant par Kansas. L'année dernière, il était déjà chez les Red Hawks, il avait 3,5 sacs, et cette année, on entend bien le voir améliorer cette marque. Et puis ensuite, pour le QB, il y a une bataille à 3. On ne sait pas encore trop qui va être le quarterback titulaire de cette équipe-là. Il y a Thomas Gotowski qui a proposé des belles choses l'an dernier quand il a remplacé Dequan Finn. Il y a Caleb Evner qui a été productif à Fort Hays en Division 2. Et il y a le redshirt freshman David McComb qui arrive de Kansas, qui est celui peut-être qui a le plus de tools overall, aussi bien à la passe qu'à la course. Et il va falloir m'apporter de l'amélioration dans le jeu de passe parce que vraiment le jeu de passe l'année dernière était catastrophique. Ça passait que au sol. Le jeu de passe, des coins fines, dès qu'il lançait, tu avais 2 chances sur 3 qu'il y ait une interception et je rigole même pas. Donc Miami Ohio, je pense qu'il faut prendre le quarterback qui gère le mieux la passe. Pas forcément le meilleur coureur. Donc on verra qui sera titulaire entre ces 3 joueurs. Au niveau des matchs à suivre, on aura 3 déplacements importants. Le déplacement à Pitt le 5 septembre, le déplacement à Cincinnati le 19 septembre, peut-être moyen d'aller chercher quelque chose, et le déplacement à Western Michigan le 24 novembre. Pour Miami Ohio, je vois un bilan de 8-4, mais un bon bilan de conférence. 8-4, mais peut-être en conférence, peut-être une seule défaite, voire 2, qui pourrait donc leur permettre de retourner en finale. Et si Miami Ohio parvient à améliorer son jeu de passe, ce sera vraiment une équipe compliquée à manœuvrer en MAC parce qu'ils ont une bonne défense et un bon jeu de course. Donc on verra, mais je pense que l'équipe est par contre un peu loin pour essayer de viser les playoffs. On passe à la Sun Belt maintenant avec une équipe qui est allée en playoff l'année dernière, James Madison, saison historique l'an dernier, avec une qualification en playoff. Mais les choses ont bien changé du côté de James Madison, puisque Bob Chesney est parti pour UCLA et le quarterback Alonza Barnett est parti à UCF. C'est maintenant le début de l'ère Billy Napier, et honnêtement, James Madison, depuis son arrivée en FBS, c'est une des meilleures équipes du Group of Six puisque c'était Kurt Signetti qui avait entraîné l'équipe avant de partir à Indiana fin 2023. Bob Chesney a récupéré l'équipe et a réussi à continuer à la faire monter en puissance. Ils sont allés en playoff l'année dernière. Ils méritaient d'y aller, honnêtement. Maintenant, c'est Billy Napier qui avait été exceptionnel avec Louisiana dans la même conférence avant de partir à Florida où là, le passage avait été raté. Il est de retour dans une conférence qu'il connaît. Il est de retour dans un programme qui marche bien, qui est vraiment un programme qui est en bonne santé. Donc cette équipe de James Madison, on l'attend dominante en division Est, honnêtement. Les joueurs à suivre, on aura le running back George Pettaway, qui était un des seuls joueurs de la saison 2025 à être resté. Il y a une raison, il était prévu pour être titulaire l'année dernière, mais l'ascension de Wayne Knight au poste de running back l'a mis progressivement sur le banc et il aura à cœur de retrouver sa production de 2024 où il avait dépassé les 900 yards. Au niveau de la défense, le defensive tackle Michael McCullin était présent l'an dernier également. Très bonne défense de James Madison et lui était une des raisons. Très solide à l'intérieur contre le jeu de course, c'était vraiment le pied de cette ligne défensive. Et puis au niveau du quarterback, Camden Coleman était dans la depth chart l'an dernier, mais il n'a pas vu le terrain et l'ancien QB de Richmond tient la corde pour l'instant, mais il doit gagner la bataille contre le
contre JC Evans et Harrington Maiden. Donc on verra qui sera le quarterback de James Madison. On ne sait pas encore trop entre ces 3 joueurs, Coleman, Evans et Maiden. Au niveau des matchs à suivre, on aura la réception de Liberty le 5 septembre, match de rivalité. Le déplacement à San Diego State le 19 septembre, ils vont traverser le pays pour aller jouer dans un des outsiders, chez un des outsiders de la Mountain West. Et puis la réception de Troy le 29 octobre, excusez-moi. Le pronostic 10-2, mais c'est une équipe qui est capable de faire 12-0 parce que le calendrier n'est vraiment pas si dur que ça. Il n'y a pas de grosses équipes du Power 4, il n'y en a pas, tout simplement. Donc 12-0, c'est possible. Le programme a été excellent depuis son arrivée en FBS et Billy Napier connaît la conférence. Je pense que c'est un bon coach, mais pas pour une équipe du calibre de Florida en ACC. Mais c'est sa première saison, il y a encore des statistiques à trouver, donc je pense qu'un 10-2, 9-3 est peut-être un peu plus légitime. La deuxième équipe dont je vais partir dans la division Ouest, puisque j'avais envie de parler des deux divisions, et je vais parler de Louisiana Tech. Louisiana Tech qui est un des autres transfuges de l'année, on n'a pas trop parlé, mais Louisiana Tech qui débarque de la conférence USA en division ouest de la Sun Belt, qui rejoint donc Louisiana Lafayette et Louisiana Monroe. Donc ça c'est cool d'avoir les 3 équipes de Louisiane. Peut-être qu'il y aura un trophée d'ailleurs, un peu à la manière du trophée qu'il y a entre les 3 équipes du Michigan en MAC. D'ailleurs, petit aparté, mais Sacramento State rejoint la MAC. Oui, oui, Sacramento State, un Sacramento en Californie. Donc, Northern Illinois est parti en Mountain West. Sacramento State est parti en MAC. Il y a un petit problème pour moi. Moi, dans le jeu College Football 27, je les ai échangés. Hein. J'ai mis Sacramento State en Mountain West et Northern Illinois en MAC. Parce qu'il ne faut pas déconner, respectons un petit peu la logique géographique quand même. On va revenir sur Louisiana Tech. Énormément de titulaires de retour. C'est l'équipe qui compte le plus de titulaires de retour. Et ça pourrait bien leur permettre de créer la surprise dans une division ouest qui est très ouverte. On aura le running back Jaden Miller, qui est un transfert, qui débarque de la NAIA. NAIA, donc c'est en dehors de la NCA. Donc c'est en dehors de la NCA. Il a été brillant l'année dernière. 1127 yards, 18 TD. Il sera titulaire dans une attaque qui s'appuie principalement sur le jeu au sol. En défense, le linebacker Jaden Mayfield était un des top playmakers de la défense. Dernière saison pour lui, leader de la défense, capable d'avoir un gros volume de plaquage, mais aussi d'aller chercher quelques sacs et de tackle for loss. On attend une production similaire cette année. Et puis au niveau du quarterback, Blake Baker doit faire mieux que l'an dernier. Sa production a laissé à désirer avec seulement 1251 yards, 3 TD et 5 TD et 3 interceptions. Il n'a pas été incroyable au sol à côté. Il a également raté quelques matchs pour blessure, mais ce ne sera pas une excuse cette saison. Blake Baker doit progresser et montrer qu'il est capable d'être un vrai QB1 dans le groupe of six et surtout dans une conférence un peu plus élevée que la conférence USA. Les matchs à suivre, il y aura le déplacement à LSU le 12 septembre pour se faire allumer, le déplacement à Baylor le 19 peut-être pour faire un coup et le match contre Louisiana le 10 octobre qui pourra peut-être décider de beaucoup de choses dans cette division. Mon pronostic, je vois 7 victoires, 5 défaites, mais cela sera peut-être assez pour remporter une division qui va être très ouverte. Si les matchs hors conférence sont trop compliqués, je pense qu'ils peuvent aller chercher les matchs en conférence, et notamment ceux face aux équipes de la division Ouest, à voir Louisiana Tech qui fait partie des équipes Dark Horse dans cette Sun Belt, qui peut peut-être réussir à mener son chemin jusqu'au bout. On va revenir rapidement à la division Est, qui est la plus relevée. On a Old Dominion et Marshall qui auront un coup à jouer contre James Madison. Old Dominion qui a malheureusement perdu son quarterback. C'était Colton Joseph, si je dis pas de bêtises. Ouais, Colton Joseph qui est parti pour Wisconsin. Et Marshall. Et Marshall qui a Carlos Del Rio Wilson, qui est un des meilleurs QB du groupe of six. Et qui est vraiment un QB très très kiffant. Dans la division Ouest, il y a beaucoup de concurrents, Louisiana, Arkansas State, Troy qui seront des prétendants sérieux. On va terminer avec la pire conférence du groupe of six, cette espèce de conférence à la fois FCS, à la fois FBS, et dans laquelle Liberty sera le favori, mais ça fait 2 ans que Liberty déçoit. En 2023, invaincu jusqu'au bowl contre Oregon, où ils se sont fait allumer. On attendait une saison en 2024 où ils pouvaient s'inviter à la lutte pour les playoffs, mais ils ont fait 8 victoires et 4 défaites, notamment la défaite contre Kennesaw State, et ils n'ont pas gagné la conférence, et ils ont enchaîné sur une saison en 4-8. Jamie Shadwell est en danger, il doit redresser la barre, parce que c'est un programme qui ne connaît pas trop ça, les mauvaises saisons, et pour cela, le programme s'est appuyé sur un gros portail des transferts,
Liberty, doit rester la powerhouse de la conférence USA et ça fait 2 ans qu'ils ne le sont plus, donc à eux de se remettre dans le droit chemin. Les joueurs à suivre, le running back Kenny Udo était un des running backs les plus demandés sur le portail l'an dernier après 2 excellentes saisons à Army. Alors, il n'a pas confirmé les espoirs placés en lui à Arizona State et le voici maintenant dans une équipe de Liberty qui ressemble beaucoup plus à ce qu'il a connu au Black Knight au niveau de la philosophie de jeu. Kenny Udo, ça peut être un des gros joueurs au sol cette année dans le pays. Au niveau de la défense, le linebacker Derel Farrar est un playmaker solide et dur au mal, de retour comme d'autres titulaires dans cette défense, puisque c'est plutôt l'attaque qui a profité du portail. C'était le leader au plaquage l'an dernier. On s'attend à la même production avec peut-être un peu plus de TFL et de turnover. Et puis au niveau du quarterback, Jalen Anderson est passé par Fresno State, Texas A&M, où il a joué 5 matchs en 2024 et où il était plutôt pas mauvais. Et West Virginia, où il n'a pas joué. C'est un profil double menace qui a le profil pour emmener cette attaque. À Texas A&M, il avait remplacé au pied levé, c'était Max Johnson, je crois. C'était le troisième QB et les deux QB devant lui, notamment Max Johnson, s'était blessé. En 2024, il avait joué 5 matchs, mais malheureusement, il s'était blessé lors du bowl de fin de saison. Et l'année d'après, il avait transfert pour West Virginia et il n'a pas réussi à s'imposer. À lui de relancer sa carrière pour sa dernière saison du côté de Liberty. Les matchs à suivre, bien sûr, le déplacement à James Madison le 5 septembre, la réception de Western Kentucky le 21 novembre et mon pronostic 10 victoires, 2 défaites. Je pense que Liberty va être de retour en finale de conférence. De toute façon, pour moi, c'est soit ça, soit la fin de l'ère Chadwell. Le portail a bien renforcé l'attaque et la défense est toujours en place et la conférence est vraiment faible, donc les Flames doivent valoir leur statut. L'outsider dans cette conférence, pour moi, c'est peut-être l'équipe préférée de Val dans cette conférence. C'est Western Kentucky. C'est la 8e saison pour Tyson Elton et son air raid. Une air raid qui surprend dans une USA plutôt portée par la course. C'est une stratégie qui porte ses fruits hein, parce que Western Kentucky est toujours dans le coup pour remporter la conférence et a produit des QB intéressants. On se rappelle de Pay Zapp. Maverick McIvor aussi l'année dernière était pas mal. Mais il manque un titre de conférence. Il y a eu 2 finales, mais elles ont été perdues. Et on aimerait bien que l'équipe arrive enfin à valider tout ça avec son air raid vraiment très sympa à voir dans le groupe of six. Les joueurs à suivre, forcément un receveur, Josiah Rockwell qui arrive de Prairie View A&M où il a réceptionné 1132 yards et 7 TD. L'année dernière, c'était Matthew Henry qui était arrivé de la FCS et qui avait été très productif. Cette année, on prend le même profil, tout simplement, la même recette. Matthew Henry, malheureusement, ça n'avait pas aussi bien performé que prévu. Rockwell avait déjà eu une expérience en FBS puisqu'il avait commencé à Sam Houston avant de se relancer en FCS, donc à voir ce qu'il peut faire à Western Kentucky. Au niveau de la défense, je vais partir sur le safety, Jalen Lewis, excellent l'an dernier avec les Hilltoppers, l'ancien joueur d'Arkansas et de Temple, revient pour une dernière saison. C'est un des rares titulaires à revenir en défense et il sera à surveiller. Et puis au niveau du quarterback, bien sûr, Rodney Tisdale qui a répondu présent pour remplacer Maverick McIvor quand il s'est blessé. Mais attention, le joueur a lancé un petit peu trop d'interceptions et pas assez de touchdowns, 9 touchdowns, 6 interceptions. Il va devoir améliorer ce ratio dans une attaque tournée vers la passe. Tizé, il est encore sophomore, donc la marge de progression est encore grande et je pense que le joueur peut vraiment marquer les esprits cette année. Au niveau des matchs à suivre, ce sera facile avec un déplacement à Georgia le 12 septembre, un autre déplacement à Indiana le 19 septembre et un déplacement à Liberty le 21 novembre. Le pronostic, 8 victoires, 4 défaites et on espère un retour en finale de conférence pour une des équipes les plus plaisantes à avoir joué. Pourquoi pas enfin vaincre le signe indien et prendre la USA. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils ont un jeu air raid dans une conférence USA qui joue beaucoup à la course. Donc en fait, dès qu'ils commencent à être un peu en retard, ou en tout cas, ils n'ont pas le contrôle de la cloque contre les adversaires qu'ils affrontent. Et s'ils n'arrivent pas à marquer efficacement sur leur jeu de passe, ils peuvent rapidement se retrouver à courir après le score. Donc voilà, on verra comment ça se jouera pour Western Kentucky. Au niveau des autres équipes dans cette conférence, Jacksonville State et Kennesaw State seront dans le mix pour s'inviter en finale comme l'an dernier. C'était les 2 finalistes l'année dernière et Kennesaw State avait surpris tout le monde en l'emportant. Le reste de la conférence semble trop loin et essaiera d'abord d'avoir un bilan qui permettrait d'aller à un bowl. Voilà pour la preview, 48 minutes, c'est pas mal tout seul à parler solo. J'espère que cette preview vous a plu. Mon pronostic pour les playoffs, je vais mettre mon top 5 que je mettrai à jour toutes les semaines, hein, vous savez, dans l'épisode Group of Five. Alors peut-être que les épisodes Group of Five arriveront au moment où les matchs de conférence commenceront vraiment, donc fin septembre. Mais en tout cas, mes 5 équipes, pour l'instant, je dirais que le favori, c'est Boise State. Mon numéro 2, j'ai envie de mettre UTSA, qui a peut-être un calendrier un peu moins dur que Navy. En troisième, je mettrai Navy. En quatrième, UNLV.
et en 5e, Western Michigan, mais ça ne regarde que moi. Je trouve que, en fait, au-delà de Boise State, honnêtement, il y a beaucoup d'équipes, hein. J'aurais pu citer Memphis, South Florida, j'aurais pu citer, Texas State éventuellement, mais voilà, en tout cas, Boise State, je pense, c'est le favori. Derrière, les Navy, les UTSA, les Western Michigan, les UNLV, tout ça, ça peut peut-être y aller. Liberty, qui est une wildcard un peu lointaine, parce qu'il va falloir que les autres s'écroulent vraiment dans les autres conférences et que eux soient vraiment perfect. Just Madison aussi, je les ai pas cités, mais on verra d'abord de voir ce que Billy Napier peut apporter dès sa première année dans le programme. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, commentez s'il vous plaît aussi les previews, dites ce que vous en pensez, c'est important pour le référencement. Je pense que cette année, on peut vraiment faire des grandes choses du côté de The Triplé Podcast. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, bah merci. Et puis bah, on se retrouve prochainement. Ciao tout le monde et bonne journée. Ciao, ciao.